19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Tout de suite, les titres de l'actualité. La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, quitte le gouvernement au moment où Liz Truss se retrouve face à la colère de l'opposition du Parlement. Le président russe Vladimir Poutine ordonne en Conseil de sécurité l'instauration de la loi martiale dans les territoires rattachés à la Russie, une instauration soutenue à l'unanimité par la Chambre haute du Parlement. Le torchon brûle entre Bamako et Paris. Le chef de la diplomatie malienne demande une réunion spécifique pour présenter des preuves concrètes contre le gouvernement français qui l'accuse de porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité du Mali. Et puis l'espoir revient en France alors que le pays est secoué depuis plusieurs jours à des problèmes d'approvisionnement en carburant. La raffinerie Total Énergie de Donge stoppe sa grève. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants ont évoqué l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Erdogan n'a pas manqué de féliciter le président Tebboune pour l'organisation du sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre à Alger, un sommet qui promet d'être une réussite. Nous le disions en titre, rien ne va plus au Royaume-Uni. La ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, quitte le gouvernement de Liz Truss. C'est ce qu'ont rapporté cet après-midi les médias britanniques. On ne sait pour l'heure les raisons exactes de son départ. L'information a d'abord été révélée par le quotidien de gauche The Guardian. Elle n'a pour le moment pas été démentie par Downing Street ou confirmée par l'agence britannique ou la BBC. Suella Braverman quitte le gouvernement au moment où Liz Truss se retrouve face à un test majeur lors de son rendez-vous hebdomadaire des questions au Parlement. La chef du gouvernement britannique doit donc convaincre pour espérer garder les clés de Downing Street. Face à un Parlement en colère, Liz Truss a fermement répondu aux critiques de l'opposition, assurant être une battante et non pas quelqu'un qui abandonne. Mr. Speaker, I have been very clear that I am... Mr. Speaker, that I've got the list here. 45p tax cut, gone. J'ai la liste ici. Réduction d'impôt de 45% disparue. Baisse de l'impôt sur les sociétés disparue. Baisse des impôts de 20% disparue. Gel de l'énergie pendant 2 ans disparu. Achat hors taxe disparu. Crédibilité économique disparue. Et son supposé meilleur ami, l'ancien chancelier, il est parti lui aussi. Ils sont tous partis. Alors pourquoi est-elle encore là ? Monsieur le Président, je suis une battante. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Vladimir Poutine ordonne l'instauration de la loi martiale dans les territoires de Donetsk, Lougansk, Zaporijia ou encore Kherson, des territoires rattachés à la Russie. Cette loi rentrera en vigueur dès demain jeudi. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler que la loi martiale était en vigueur dans la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lougansk, dans la région de Kherson et de Zaporijia, depuis leur entrée sur le territoire de la Russie. Et maintenant, il est donc nécessaire d'appliquer cette loi dans le cadre juridique russe. C'est pourquoi j'ai signé un décret sur l'introduction de la loi martiale dans ces 4 sujets de la Fédération de Russie. Alors les 159 membres présents du Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement russe ont d'ailleurs voté en faveur de l'instauration de cette loi martiale. Благодарю вас, Таймур Разранбекович, коллеги. Сегодня я предлагаю утвердить указ президента.
Et sur le terrain des opérations, l'armée russe avoue que la situation est tendue pour ses troupes en Ukraine. Des troupes qui s'apprêtent à évacuer la population de la ville de Kherson, menacée par une contre-offensive de Kiev. La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaquer les positions des troupes russes. Cela concerne tout d'abord les zones en direction de Kupiansk, de Liman et de Mykolaïev. La situation dans la zone de Kherson n'est pas simple. L'ennemi frappe intentionnellement des infrastructures économiques, sociales, industrielles et des bâtiments résidentiels. Notre priorité sera de préserver la vie des civils et de nos militaires. Nous agirons consciemment en temps utile et sans exclure de prendre les décisions les plus difficiles. Et dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Kirill Stromtsov, chef adjoint de l'administration pro-russe de Kherson, affirme qu'une offensive ukrainienne pourrait commencer très bientôt. Il lance par là même un appel à l'évacuation dans les plus brefs délais. Très bientôt, les troupes ukrainiennes pourraient lancer leur offensive sur Kherson. On ne peut exclure les bombardements sur la partie de la région de Kherson, située sur la rive droite du fleuve Dnipro. Depuis 2 semaines, nous insistons pour que les habitants quittent la rive droite au sein de la région de Kherson. Je vous demande de prendre mes propos au sérieux et de les interpréter comme un appel à l'évacuation la plus rapide. Nous n'abandonnerons pas la ville. Nous tiendrons jusqu'au bout. Une pluie d'accusations s'est abattue sur la France lors de la réunion du Conseil de sécurité qui s'est penché hier sur la situation au Mali. Dans une intervention des plus virulentes, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a accusé Paris de porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité de son pays, réclamant une réunion spécifique du Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter les preuves de ces accusations. Souad Bonbatouche. Bamako revient à la charge et ne mâche pas ses mots, et ce par la voix de son chef de la diplomatie. Le Mali pourrait exercer son droit de défense si la France continuait à s'ingérer dans ses affaires internes et à tenter de déstabiliser le pays. Devant le Conseil onusien, Abdoulaye Diop affirme que Bamako dispose des preuves de ces accusations et appelle à la tenue d'une réunion spécifique pour les présenter. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le 15 août dernier, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Diop accusait Paris de violer l'espace aérien malien et de livrer des armes et du renseignement aux terroristes. Des accusations niées par la France. D'ailleurs, l'ambassadeur français auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, s'est insurgé hier contre ces accusations qu'il a qualifiées de diffamatoires. Bamako ne compte pas pour autant lâcher l'affaire. À la demande des populations maliennes, le joug de l'ancienne colonie française dans le pays doit rendre son dernier souffle. Et devant le Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie malienne est aussi revenu sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens, estimant qu'elle appartenait à la justice malienne et ne concernait pas les Nations Unies. Il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Et je crois que le 12 juillet, le porte-parole du secrétaire général a aussi affirmé très clairement, en renforçant cette thèse, qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du Conseil qu'il ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise,
dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. Abdoulaye Bathily poursuit ses efforts pour trouver une solution en Libye. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies est arrivé à Tripoli en fin de semaine dernière et a déjà rencontré, sous la conduite du Conseil présidentiel, le Premier ministre du gouvernement d'union, Abdelhamid Dbeiba, et le président du Parlement, Aguila Salah, et ce, dans le but d'arriver à une solution politique dans le pays en proie à un chaos depuis 2011. 2022, année la plus meurtrière en Palestine. Un rapport des Nations Unies fait état de pas moins de 105 Palestiniens, dont 26 enfants, tués par les forces de l'occupation sioniste. Une moyenne mensuelle qui a augmenté de 57% par rapport à l'année dernière. Sauf que l'année n'est pas encore terminée et chaque jour, de nouvelles victimes sont enregistrées. Nariman Zekar. La situation est de plus en plus alarmante en Palestine. La moyenne mensuelle des décès de Palestiniens a augmenté de 57% par rapport à l'année dernière, selon une déclaration de Louchia Elmi, coordinatrice humanitaire par intérim pour le territoire palestinien occupé. Des chiffres catastrophiques. Selon les Nations Unies, rien qu'au début de ce mois d'octobre, 15 Palestiniens, dont 6 enfants, sont tombés en martyrs lors d'opérations d'arrestation, d'échanges de tirs ou d'affrontements menés par les forces sionistes. Dans son rapport, Louchia Elmi insiste sur le fait que la majorité des personnes tuées ne présentaient en aucun cas une menace concrète ou imminente, justifiant le recours à la force létale, ce qui exprime un recours excessif à la violence de la part de l'occupant. L'une des nombreuses autres préoccupations de l'ONU réside dans l'augmentation des restrictions de mouvement. L'entité sioniste impose des restrictions de mouvement généralisées. Elle limite l'accès de plusieurs Palestiniens aux soins de santé, à l'éducation et autres besoins de première nécessité. Ce rapport de la coordinatrice humanitaire des Nations Unies souligne l'importance de la désescalade comme solution essentielle pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines, de protéger les civils et de garantir l'accès aux services humanitaires essentiels. Et on reste en Palestine où des dizaines de colons sionistes fortement protégés par les policiers de l'occupation ont envahi ce matin les esplanades de la mosquée Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins. Toujours dans le même dossier, sachez que le ministère saoudien des Affaires étrangères a salué ce mercredi la décision du gouvernement australien d'annuler sa reconnaissance d'Al-Quds comme étant la capitale de l'entité sioniste. Et puis direction la France, alors que 21,9% des stations-service rencontrent toujours des problèmes d'approvisionnement. Eh bien, sachez que la grève pour les salaires a été votée, la fin de cette grève a été votée à la raffinerie Total Énergie de Donge, en Loire-Atlantique. Mohamed Wali Ben Chaban pour les détails. En France, la pénurie des carburants s'explique essentiellement par le blocage des raffineries et l'assèchement des stations-service. Il arrive parfois que certains automobilistes constituent des stocks pour faire face à une éventuelle pénurie. À Donge, et après une semaine difficile, les représentants des révistes de la raffinerie Total Énergie ont voté la levée des blocages et la reprise du travail. L'arrêt de la grève a été annoncé pour le personnel d'exploitation à compter de 13h cet après-midi et pour le personnel de jour à compter de 17h. Nous avons fait le constat d'un blocage des discussions avec la direction générale. Nous voulons éviter un enlisement et un délitement du collectif, raison pour laquelle nous assumons la position d'arrêter ce conflit salarial. Près de 22% des stations de service connaissent toujours des perturbations. À la veille, ce même chiffre était de plus de 50%. L'amélioration concerne surtout la région des Hauts-de-France qui est passée à moins de 25% de stations perturbées en quelques jours. 3 régions connaissent néanmoins une situation compliquée. L'Île-de-France qui est repassée au-dessus de 30%. La Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont également au-delà de ce seuil. 28,1% de stations-service connaissaient encore des difficultés avec une rupture sur au moins un produit. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Bonne soirée sur Al24 News. Très bon week-end et à dimanche.